Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Si j'insiste toujours autant dans mes vidéos pour que les Québécois arrêtent de s'excuser quand on les accuse de racisme, c'est parce que c'est l'arme qu'utilisent nos ennemis pour toujours nous faire reculer. Moi, j'ai fouillé l'histoire du Québec et j'ai jamais découvert les immenses crimes pour lesquels les Québécois devraient demander pardon. Du temps de la Nouvelle-France, on n'en a pas commis de génocide contre les Amérindiens, parce que c'était une colonisation commerciale qui dépendait de leur amitié. C'était nos alliés, c'était nos clients, c'était nos fournisseurs. Et de nos jours, on traite tellement mieux nos aborigènes que le reste du Canada que le grand chef des Cris, Matthew Kuncombe, va partout au Canada pour citer le Québec en exemple à propos du traitement offert aux Amérindiens. On n'a jamais massacré les Juifs. À la Deuxième Guerre mondiale, nos hommes ont été se battre volontairement contre les nazis, entre autres pour les empêcher de martyriser les Juifs. Et de nos jours, on traite tellement bien notre minorité juive qu'on lui paie avec nos taxes des écoles séparées et un hôpital spécial, le Montreal Jewish Hospital, et en anglais. Et ça, c'est même si l'anglais n'est pas leur langue d'origine. Quant aux Haïtiens, je ne me trompe bien pas, ils ont bien la peau noire, on les voit de loin. Or, les Haïtiens admettent que c'est au Québec qu'ils sont le mieux traités sur la planète entière. Quant à notre minorité anglaise, c'est la plus choyée du monde entier. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Parce que le Québec, c'est la province la plus pauvre du Canada en termes de revenus disponibles par habitant. Or, tous les avantages qu'on donne à nos minorités, ça coûte de l'argent. D'où vient cet argent-là? Du Canada anglais? Ben non. Si ça venait du Canada anglais, ils feraient ça chez eux, pas chez nous. L'argent vient clairement des poches des Québécois de souche, qui, en plus de vivre dans la province la plus pauvre du Canada, s'appauvrissent encore plus pour donner un traitement correct à leur minorité. Dans les faits, le seul grand crime que j'ai pu découvrir et dont les Québécois étaient totalement responsables, c'est le fait que les Québécois de souche ont la peau blanche. C'est ça, leur grand crime de naissance, c'est ça leur péché originel. Est-ce que c'est du racisme de dire ça? Ben non. En Occident, le racisme, c'est toujours quand on s'oppose à des non-blancs, jamais quand on s'oppose à des blancs. Ça, c'est ce qui arrive quand une idéologie comme la rectitude politique a fini par dégénérer complètement. Il est facile de donner des exemples de la dégénérescence dont je parle. Par exemple, je me suis fait dire par plusieurs immigrants d'Afrique noire que parce que les Québécois venaient d'Europe, ils étaient en quelque sorte responsables de la traite des esclaves qui avait eu lieu en Afrique noire. Pourtant, les Québécois n'ont jamais été là-bas pour kidnapper des gens, pour qu'ils viennent couper leur canne à sucre. Il n'y a pas de canne à sucre au Québec. Dans les faits, ça c'est de l'histoire. Ce sont beaucoup plus les ancêtres des Noirs africains qui ont été responsables de la traite des esclaves que les ancêtres des Québécois. La traite des esclaves en Afrique, c'était déjà une tradition du temps des Romains et des Carthaginois. Les Romains ne se rendaient pas au centre de l'Afrique pour kidnapper des gens. C'était les Noirs africains qui attaquaient leurs voisins, qui tuaient leurs chefs, leurs soldats, leurs sorciers, puis tous les faibles, les malades, les vieux, les fous, pour ensuite capturer le reste des habitants, pour aller les vendre sur les côtes à ceux qui voulaient les acheter. La traite des esclaves arabes et musulmanes a commencé avant la traite européenne et s'est terminée après. Quant aux Européens, ils ne pénétraient pas à l'intérieur de l'Afrique pour aller kidnapper des gens. Ils achetaient les esclaves qu'on venait leur vendre sur les côtes. C'est tellement vrai ce que je dis, que le premier Européen qui a pénétré au centre de l'Afrique, c'était David Livingstone, et ça s'est produit dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est-à-dire peu avant la fin de la traite des esclaves européennes. Tout ça pour dire que c'est beaucoup plus les ancêtres des Noirs africains qui ont été responsables de la traite des esclaves que les ancêtres des Québécois. Ça peut être vérifié dans n'importe quel livre d'histoire. Et dans la bibliographie que je fournis à la fin de la vidéo, je donne une source où on peut vérifier ça. Puisque j'ai parlé tantôt des Arabes et des musulmans, je vais me permettre de faire remarquer que c'est probablement le meilleur exemple de la dégénérescence des idées dont je me plains. Partout en Occident, les musulmans se plaignent d'islamophobie, comme s'il s'agissait d'une forme de racisme. Pourtant, l'islam, ce n'est pas une race. C'est une idéologie, et en plus une idéologie qui discrimine contre les non-musulmans. Par exemple, leurs fils ont le droit de sortir et de marier nos filles, mais nos fils n'ont pas le droit de sortir et de marier leurs filles. Dans le Coran, il est écrit que les chrétiens et les juifs doivent payer une taxe que les musulmans n'ont pas à payer, etc., etc. Il est tout à fait normal que les êtres humains s'opposent à une idéologie qui discrimine contre eux.
Si moi je plante une pancarte devant ma maison où c'est marqué « Entrée interdite aux Suédois », c'est bien sûr que les Suédois n'aimeront pas ça. En Afrique du Sud, les Noirs y étaient apartheidphobes. Dans le sud des États-Unis, ils étaient Ku Klux Klan-phobes. Les Juifs étaient naziphobes et les Palestiniens sont sionistes-phobes. Bien sûr, il y a beaucoup de nuances dans l'islamophobie. C'est un très très grand spectre. À une extrémité, il y a ceux qui voudraient tuer tous les musulmans du monde. Un peu plus loin, il y a ceux qui voudraient expulser tous les musulmans d'Occident, de la Russie, de Chine, de l'Inde, d'Afrique noire. Un peu plus loin, il y a ceux qui voudraient aller les bombarder dans leur pays d'origine. Ça, c'est de plus en plus populaire. L'Occident bombarde l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, la Syrie. La Russie attaque les musulmans en Tchétchénie, la Chine au Xinjiang, l'Inde au Cachemire. L'Afrique noire a commencé à bombarder les musulmans du Boko Haram ou les musulmans de Somalie, etc. Un peu plus loin dans le spectre de l'islamophobie, il y a ceux qui détestent les musulmans, puis ceux qui parlent contre eux, etc. Et à l'autre extrémité complètement du spectre, on trouve les Québécois. Les Québécois sont tout simplement surpris par un phénomène comme l'islam et ses discriminations, notamment à l'égard des femmes. Ça fait des siècles que les Québécois reçoivent des immigrants de partout dans le monde, de toutes les cultures, les races, les langues ou les religions imaginables. Et c'est la première fois qu'ils tombent sur quelque chose comme l'islam. Les Québécois sont authentiquement persuadés que c'est mal de s'attaquer aux minorités ou à des isolés. Et ils exigent donc que leurs lois, leurs tribunaux et leurs policiers donnent une protection adéquate à ces gens-là. Ils sont également persuadés que la liberté d'expression, c'est sacré. Mais ils ne comprennent pas quel est l'intérêt de choquer inutilement les sentiments religieux des musulmans, des mormons, des juifs ou de n'importe qui d'autre. C'est d'autant plus vrai qu'ils sont à même de se rendre compte que la vaste majorité des immigrants musulmans au Québec, c'est du bon monde qui ne fait pas de problème. Ce sont des gens qui font une interprétation généreuse de ce qui est véritablement écrit dans le Coran. Ce qui surprend surtout les Québécois, ce sont les islamistes, des gens qui déshonorent tous les autres musulmans. Les islamistes ne se gênent pas pour nous dire qu'ils ne nous respectent pas, qu'ils ne respectent pas nos idées, nos convictions, nos coutumes ou nos lois, et que si jamais ils en ont l'occasion, ils vont les remplacer par les leurs, si nécessaire par la violence. Il ne faut pas oublier ici que les islamistes, comme d'ailleurs tous les immigrants, ce sont des invités ici. Mais ce sont des invités qui ne respectent pas du tout les règles les plus élémentaires de l'hospitalité, et encore moins le principe de réciprocité. Alors que les Québécois, par exemple, font beaucoup plus que respecter le principe de réciprocité, puisqu'ils acceptent des immigrants chez eux, tout en sachant qu'eux-mêmes ne seraient jamais acceptés à titre d'immigrants à part entière dans les pays d'où leur proviennent les immigrants. L'habitude de penser à l'envers est tellement répandue parmi les groupes ethniques au Québec que même si les Québécois de souche insistent pour faire venir des Maghrébins ici sous prétexte qu'ils parlent français, la majorité d'entre eux se regroupent quand même avec nos adversaires contre nous. Les musulmans, comme d'ailleurs tous les immigrants, nous disent que dans leur pays d'origine, c'était beau et bien de lutter contre les envahisseurs et que l'indépendance a été partout quelque chose de payant. Mais qu'au Québec, il faut faire l'inverse. Il faut se regrouper avec les conquérants contre la population envahie et que l'indépendance, ça va créer une catastrophe économique. La vaste majorité des immigrants, des musulmans, se dit opposée aux Américains. Pourtant, ils se joignent à eux dans leur opposition à l'indépendance du Québec. Les Québécois sont pour les Palestiniens et le Canada anglais est pour Israël. Pourtant, les musulmans du Québec continuent à préférer le Canada anglais. Les Québécois sont contre l'idée d'aller massacrer des musulmans chez eux. Pourtant, en s'opposant à l'indépendance du Québec et en nous obligeant à rester dans le Canada, les musulmans du Québec nous obligent à fournir de l'argent et des soldats au gouvernement fédéral qui s'en sert pour aller tuer des musulmans en Afghanistan, en Irak, en Syrie ou ailleurs. Et trompez-vous pas, si jamais les intérêts du Canada anglais changent, il va aller en massacrer encore plus au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou au Liban. La situation de ce côté-là est devenue complètement folle. Si c'est comme ça, c'est parce que depuis le temps qu'il contrôle l'ensemble du Canada, le gouvernement fédéral est devenu celui qui distribue les bonbons. C'est lui, entre autres, qui accepte officiellement les immigrants qui se présentent au Québec.
Ça lui a permis, au cours des siècles, de tisser des liens très importants entre le Canada anglais et les minorités au Québec. Quand un nouvel immigrant s'est installé à Montréal et qu'il y a une élection qui se produit, il va voir les chefs de son groupe ethnique et il dit « Qu'est-ce que c'est que ça, le Parti québécois et le Parti libéral du Québec? » Et il se fait répondre « Ah, le Parti québécois, ça c'est le parti qui défend les intérêts du peuple qui nous reçoit dans sa propre patrie et qui s'efforce toujours de nous traiter mieux que tous les autres peuples sur la planète. » Ça, ces gens-là, il faut les considérer comme des ennemis de naissance. Il faut toujours se regrouper pour les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire dans leur propre pays. C'est-à-dire que quand ils votent oui, on vote non. Quand ils votent non, on vote oui. S'ils votent à gauche, on vote à droite, etc. Quant au Parti libéral du Québec, ça, c'est le parti qui représente les intérêts du peuple qui les a envahis il y a 255 ans. C'est comme dans nos pays d'origine. Il y a des conquérants qui nous ont envahis, ils nous ont tués, ils nous ont volés, ils nous ont appauvris artificiellement, ils nous ont humiliés pendant des siècles et ça nous a pris beaucoup de temps avant de nous libérer de leur domination. Et bien au Québec, c'est pareil. Il faut tous se regrouper avec les conquérants pour nuire au peuple d'origine, de façon à ce qu'ils ne puissent pas défendre leurs intérêts et qu'ils soient obligés de nous traîner comme des boulets d'un référendum à l'autre. Comme les nouveaux immigrants sont des isolés, ils reprennent très vite la tradition de leur groupe ethnique et ils se joignent aux 90% des immigrants qui nuisent systématiquement aux Québécois. Ah oui, c'est vrai, c'est un péché de dire la vérité et de dire que 90% des immigrants nuisent aux Québécois. Les Canadiens anglais, eux, ils le pensent, ils le disent, ils le répètent sur toutes les tribunes, ils l'écrivent dans leurs journaux et ils le font depuis 255 ans. Mais ça, c'est très bien, de planifier et de réaliser un ethnocide pendant des siècles. Mais c'est très mal de notre part de se plaindre de l'ethnocide qu'on tente contre nous. La situation est au moins aussi folle du côté des Canadiens anglais. Moi, j'ai vécu au Canada anglais, je peux vous assurer que les Canadiens anglais sont vraiment devenus les gentils toutous démocratiques qu'ils prétendent être. Cependant, s'ils ont complètement changé par rapport à ce qu'ils étaient dans les autres siècles, le système de détournement de richesse qui a été mis en place par leurs ancêtres est toujours là. C'est la raison pour laquelle les Canadiens anglais ne nous paient toujours rien lorsqu'ils traversent notre territoire de multiples façons, un territoire qui, comme je l'ai souvent dit, est un pays de passage. Pour donner bonne conscience à tous ceux qui nuisent aux Québécois, le gouvernement fédéral a développé toute une propagande. Ça commence par la fameuse péréquation. Comme je l'ai montré dans ma vidéo numéro 10 pour l'année 2011-2012, la péréquation qui était alors payée au Québec par le fédéral atteignait le chiffre impressionnant de 7,8 milliards de dollars. Évidemment, ce chiffre-là se dégonfle très rapidement si on soustrait toute la péréquation qui est payée par les Québécois à l'intérieur du Canada. Ça commence par la portion de l'ensemble du système de péréquation fédéral qui est payé par les taxes du Québec. Puis, il y a la péréquation qui est payée par les Québécois aux 3 grands territoires du Nord canadien, mais qui n'est pas inclus dans le calcul de péréquation. Et il y a également la péréquation qui est payée par les Québécois aux Autochtones du reste du Canada, qui sont beaucoup plus nombreux proportionnellement dans les autres provinces qu'au Québec. Quand on a soustrait toutes ces péréquations-là payées par le Québec, on arrive au chiffre beaucoup moins impressionnant de moins de 4 milliards de dollars en 2011-2012. Et c'est encore pire si on soustrait de ce chiffre-là la portion de la dette fédérale qui a alors été créée pour payer une partie de cette péréquation. Le pire, c'est que l'argument de la péréquation est présenté aux Québécois chaque fois qu'il y a un nouveau détournement de richesse à leur détriment. Alors quand on nous oblige à payer une partie de la ligne électrique sous-marine que Terre-Neuve veut construire pour contourner le Québec, on nous dit « taisez-vous, on vous paie la péréquation ». Quand on prive le Québec de contrats maritimes ou de contrats militaires, on dit aux Québécois « écoutez, on vous fait vivre avec la péréquation, arrêtez de vous plaindre ». Et ça continue comme ça. Malheureusement, comme les détournements de richesse se font de plus en plus nombreux, l'argument de la péréquation est de moins en moins crédible. Ce qui fait que les comptables du gouvernement fédéral ont refait leur calcul de propagande et nous disent désormais que ce n'est pas seulement la péréquation que le Québec reçoit, mais qu'il reçoit jusqu'à 16,3 milliards de dollars de plus que ce qu'il donne au gouvernement fédéral. J'ai même entendu plus de 20 milliards. Vous pouvez être sûr qu'ils vont finir par nous dire qu'on reçoit 100 milliards de plus que ce qu'on paie. Et ça, c'est sans qu'aucun Québécois n'ait ressenti une augmentation de richesse au Québec. Si le fédéral a refait comme ça ses calculs de propagande, c'est entre autres parce
Par exemple, tout récemment, après le refus par le président américain du fameux pipeline Keystone XL qui était censé passer à travers le territoire des États-Unis, le Canada anglais a de plus en plus besoin du Québec pour exporter son pétrole sale en faisant par exemple passer des pipelines à travers notre territoire. Or, les Québécois qui produisent une électricité propre n'en veulent pas des pipelines du Canada anglais, qu'ils installent leurs égouts chez eux, pas ici. La question des pipelines est probablement celle qui montre le mieux les grandes différences qui existent entre les intérêts des Québécois et ceux du Canada anglais. Très clairement, les deux peuples sont de plus en plus distincts et habitent des territoires différents où les économies se développent de plus en plus dans un sens nord-sud, c'est-à-dire en respectant l'orientation de la plupart des axes géographiques de l'Amérique du Nord. La chose intéressante à se souvenir ici, c'est que les deux peuples sont en fait nés à peu près sur le même territoire, essentiellement au Québec, lors de l'arrivée massive des loyalistes anglais qui fuyaient la Révolution américaine. À cette époque-là, les deux peuples étaient superposés. Les Anglais formaient la classe, les patrons, la classe des patrons riches, et nous, la classe des travailleurs pauvres. C'est l'immigration des Canadiens anglais vers l'ouest du Canada, alors que nous, on était maintenus stables au Québec, qui a amené la séparation graduelle des deux peuples. Cette séparation physique peut encore être observée de nos jours dans l'ouest de l'île de Montréal, où se concentrent les Anglo-Québécois. Il s'agit d'un territoire qui est collé sur la frontière ontarienne et qui se vide peu à peu de ses habitants avec le passage du temps. Quand une cellule unique se divise en deux cellules différentes comme ça, les biologistes appellent ça une mitose. Évidemment, la géographie et l'histoire ont beau nous pousser vers l'indépendance, encore faudrait-il que nos chefs politiques se décident à la faire et qu'ils arrêtent de niaiser avec ça. Si le Bloc québécois a failli être rayé de la carte en 2011 et si le Parti québécois a subi une très lourde défaite en 2014, c'est parce que les chefs souverainistes, en reportant l'indépendance le plus loin possible dans le temps, se sont mis à dos en même temps tous les fédéralistes et la moitié des souverainistes. Ce sont nos chefs politiques et leurs stratégies qui ont été battus, pas l'indépendance. Et bien sûr, comme les Canadiens anglais forment un autre peuple, ils n'ont rien compris à ce qui était arrivé. Comme je l'ai montré dans ma vidéo numéro 15, si nos chefs politiques ne veulent pas être balayés de la carte lors de la prochaine élection, ils devront absolument être très clairs sur ce qu'ils veulent faire avec l'indépendance. Sinon, ils vont passer pour des hypocrites, comme dit Jacques Parizeau, et ils vont en payer le prix. Ils doivent nous proposer une question référendaire claire, comme voulez-vous que le Québec devienne un pays indépendant? De plus, ils doivent nous donner un moment précis où ils vont tenir ce référendum de façon à ce qu'on puisse s'organiser et concentrer nos énergies en conséquence. Et le référendum doit avoir lieu dans la première année du mandat pour deux raisons précises. La première, c'est pour éviter que le gouvernement se fasse détester de la population avant le référendum en coupant dans les salaires, les pensions, les services sociaux à gauche et à droite. Et la deuxième raison, c'est pour qu'il ait le temps de réaliser l'indépendance dans un premier mandat. Comme les médias sont présentement contrôlés par les fédéralistes, c'est ceux qui ont constamment des micros sous le nez qui doivent faire une promotion intelligente de l'indépendance, c'est-à-dire nos chefs politiques. Ils doivent utiliser des arguments économiques incontestables pour prouver à la population que l'indépendance, ça va être payant. Par exemple, le fait que de se débarrasser d'un gouvernement aussi coûteux que le gouvernement fédéral va nous faire des milliards d'économies. Et le fait que l'installation de péages pour les Canadiens anglais qui traversent constamment notre territoire va nous rapporter des milliards de dollars dont on ne profite pas présentement. Si on prouve que l'indépendance va être payante, même les immigrants vont voter oui. Dès qu'ils auront pris le pouvoir, nos chefs devraient présenter leur propre loi de la clarté où seraient entre autres énumérées les punitions prévues pour les voleurs de référendum. Pour obliger nos adversaires à se hausser à notre niveau moral, le projet de loi devrait également proposer un préambule à la future Constitution du Québec où seraient énumérés les principes moraux qui guident notre action. Personnellement, j'ai aucun mal à vous proposer un exemple d'un tel préambule, étant donné que j'en ai présenté un lors du référendum de 1995 à une commission sur l'avenir du Québec qui était venue à Montréal. Comme j'aime beaucoup ce texte, je vais vous le présenter maintenant et ce sera à vous de juger. Alors voici.
À tous les humains, nos frères, à tous les peuples de la terre, à nos voisins, à nos amis, à tous ceux qu'ils deviendront, nous, le peuple du Québec, proclamons ce qui suit. Seul souverain de droit, par le principe de majorité, propriétaire du territoire, par le principe d'équité, responsable et respectueux des droits de l'homme, par le principe de justice, démocrate et pacifiste, par le principe d'humanité. Nous, le peuple, déclarons par la présence l'indépendance du Québec. D'autre part, devant Dieu et devant l'histoire, nous ajoutons ceci. Nés du pionnier et de l'autochtone, façonnés par les rigueurs de ce pays, nous nous sommes faits de cette terre dont l'eau des rivières coule dans nos veines. Français de langue en terre d'Amérique, enrichis de tous ceux qui sont venus d'ailleurs, nous sommes devenus un peuple des neiges, distinct, travailleur et tenace. Conscients de nos droits, attentifs à nos devoirs, nous venons nous asseoir à l'Assemblée des peuples. Nous y aurons l'honneur pour guide, la vérité comme outil et la fraternité comme but. Nous voulons y donner le meilleur de nous-mêmes pour que tous ceux qui nous suivront puissent dire avec fierté « Je me souviens ». Ce texte est en fait divisé en 3 parties. Dans la première partie, c'est la partie où les Québécois interpellent le reste de l'humanité. La deuxième partie, c'est celle où nous énonçons les différents principes qui guident notre action. Et la troisième, c'est un résumé de notre histoire passée et ce que nous voulons faire avec le Québec dans l'avenir. Enfin, le texte se termine par la devise du Québec. Puisqu'on parle de moralité, j'aimerais dire quelque chose de tout à fait fondamental concernant le fameux référendum. Les Québécois n'auront pas le choix de tenir un 3e référendum après en avoir tenu 2. Ça devrait être un référendum sur une question claire, comme celle que j'ai donnée tantôt, ou encore un référendum pour approuver une nouvelle constitution, celle d'un Québec indépendant. Mais dans les 2 cas, avant d'agir, on va être obligé d'obtenir de la population 50% des votes plus 1, et ça pour 2 raisons. D'abord, le principe majoritaire du 50% plus 1 est la seule chose qui, en démocratie, soit au-dessus de la Constitution. La Constitution, c'est le contrat social que s'est donné un peuple. Et il y a seulement le peuple qui a le droit de changer un tel contrat social. Deuxièmement, seul le 50% plus 1 fera obéir 99% des fédéralistes, même les plus endurcis. Les gens disent, ben oui, mais si vous gagnez avec 50% plus 1, le Québec va être divisé. Ben non, la démocratie, ça ne sert pas à diviser le peuple, ça sert à l'unir. Le 50% plus 1, c'est le moyen d'obtenir une décision collective. C'est parce que nous avons perdu le référendum de 1995 à 50% moins des poussières que tous les souverainistes, même les fakistes, ont accepté de continuer d'obéir au gouvernement fédéral, à sa Constitution, à sa Cour suprême et à ses lois. Les adversaires de la démocratie font toujours la même erreur. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, Hitler et les Japonais étaient persuadés que le peuple américain, c'était un paquet de lâches parce qu'il continuait à exiger majoritairement de son gouvernement qu'il reste neutre, alors que des Américains se faisaient régulièrement tuer sur les océans. Après l'attaque de Pearl Harbor, Hitler et les Japonais ont été tout simplement stupéfaits de voir les Américains se lever comme un seul homme pour exiger leur reddition sans condition. Ils ne voulaient pas discuter ou négocier, ils voulaient se rendre à Berlin et à Tokyo à coups de fusil. C'est également pour des raisons morales que les indépendantistes au Québec doivent voter pour le Bloc québécois à Ottawa, de façon surtout à éviter de créer une double légitimité. La légitimité des députés provinciaux et la légitimité des députés fédéraux. De plus, les gens n'arrêtent pas de dire qu'ils sont tannés des politiciens qui n'arrêtent pas de mentir. Eh bien justement, Mario Beaulieu, le chef du Bloc québécois, est un homme honnête. Il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. De plus, il est le seul chef de parti politique que je connaisse dont tous les candidats vont travailler d'arrache-pied pour perdre leur emploi de député dès qu'ils vont être élus. De toute façon, l'alternative à voter pour le Bloc québécois, c'est de voter pour un homme comme Thomas Mulcair, qui était jadis membre d'Alliance Québec, qui luttait contre la loi 101, le français, contre nos intérêts. Vous pensez que cet homme-là va aller défendre vos intérêts à Ottawa?
Une autre solution, c'est de voter pour Stephen Harper, qui lui veut faire passer gratuitement des pipelines de pétrole sale à travers le Québec. Ou encore, on peut voter pour un homme comme Justin Trudeau, qui dit qu'il admire son peuple, son père et ses actions, et qui par conséquent va faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il va nous promettre quelque chose avant l'élection et il va faire l'inverse le lendemain. C'est exactement ce qu'a fait Pierre Elliott Trudeau en 1980, avant le référendum, quand il nous a promis des changements aux Québécois et qu'il nous a volé notre droit de veto le lendemain. Karl Marx a un jour dit que l'histoire se répétait souvent. La première fois, c'était une tragédie. La deuxième fois, c'était une comédie. Pierre Elliott Trudeau, c'était la tragédie, et Justin Trudeau, c'est la comédie. Si les Québécois veulent commencer à gagner, ils doivent absolument abandonner la stratégie de peureux d'un homme comme Lucien Bouchard, qui n'a pas eu de cran de faire l'indépendance, lorsqu'au début de 1996, les sondages indiquaient qu'on avait une majorité de oui dans les sondages. Si nous voulons gagner, nous devrons reprendre, en l'améliorant, la stratégie gagnante d'un Jacques Parizeau. Comme d'habitude, je vous demande votre aide pour m'aider à diffuser cette vidéo autour de vous. Je vous salue.